Notre sondage quotidien IFOP, Fiducial, LCI, Le Figaro, Sud Radio. Je vous donne les scores de ce matin. 32% pour Jordan Bardella, 18,5% pour Valérie Hayé, 12% pour Glucksmann, 8% pour le candidat LR, 7,5% pour la candidate LFI, 6,5% Marion Maréchal et 5,5% seulement pour Marie Toussaint. Votre candidate, 5,5%, dites-moi, mais c'est catastrophique ça. Alors, où en êtes-vous? Premièrement, c'est pas les bookmakers qui font le match. Non, ça je suis d'accord. Et moi, je me rappelle parfaitement bien de la dernière campagne européenne, oui, où toute la campagne, Jadot était donné entre 6 et 8. Toute la campagne. Y compris le matin du vote. Le matin du vote. On vote, et le soir, donc là c'est plus un sondage, c'est les résultats, il était à plus de 13. Et donc, les élections européennes, c'est une élection proportionnelle à un tour, où on dit un peu qu'on peut se faire plaisir, c'est un vote du cœur par rapport à plein d'autres élections, on est traumatisé de deuxième tour, le Rassemblement national, on fait des votes stratèges. Et donc, c'est un vote qui se détermine très très tard, en fin de campagne. Et cette campagne, chez nous, elle a commencé depuis longtemps, parce qu'on fait les campagnes européennes tout le temps, mais dans la tête des Français, beaucoup vont s'y intéresser très tard, et donc le dénouement de cette élection va venir très tard. Moi, je fais entièrement confiance à Marie Toussaint, et je vais vous dire une chose, ça m'énerve un petit peu, parce que quand on parle avec les Français, ils nous disent toujours, ouais, les politiques, il y en a marre. Donc faut des nouveaux, faut des jeunes, faut des femmes, faut des gens qui sont pas des professionnels de la politique, et ils ont raison de dire ça, moi je suis d'accord. Et donc du coup, quand vous mettez quelqu'un qui correspond pile à ce portrait robot-là, on dit « Ah bah oui, mais elle est pas connue ». Bah non, elle est pas encore connue, parce que c'est sa première élection comme tête de liste européenne. Et je trouve que les Verts, ils ont toujours su mettre en valeur aussi de nouvelles personnalités. Faire de la politique, on dit autrement. Et donc du coup, c'est un pari qu'on a pris, que je revendique. Et Marie Toussaint, c'est une personne formidable, qui est peut-être pas connue encore de tous les Français, mais qui gagne à être connue. Et c'est exactement le but de cette campagne européenne. C'est Raphaël Glucksmann qui, pour l'instant, vient piller un peu les voix écologistes. Alors, déjà, qui attire les voix écologistes. Le mot pillage, déjà, est un peu fort. J'oublie. Bon, oui, d'accord. Il va finir fiché S par Darmanin avec vos histoires. Les électeurs n'appartiennent à personne. Bon, oui. Les électeurs n'appartiennent à personne. Ça, c'est vrai, mais... Par contre, l'écologie, j'aimerais bien qu'elle appartienne à tout le monde, mais c'est pas exactement le cas. Elle appartient à tout le monde, l'écologie, quand même. Dans le meilleur des cas, oui. La vérité, c'est que sans écologistes, c'est un écologiste. La réalité, c'est que sans écologistes, il n'y a pas d'écologie. Oui. Regardez les votes au Parlement européen du groupe socialiste, de la droite, de cette coalition. Vous savez, au Parlement européen. C'est pas un écologiste, Raphaël Glucksmann. Non, mais moi, je vous parle du Parlement européen. Je ne prends pas les gens un par un. Raphaël Glucksmann, il appartient à un groupe qui s'appelle le groupe socialiste. Et les socialistes et la droite, ils co-gèrent l'Europe. C'est le ventre mou de l'Europe. Ça fait 40 ans, ils co-gèrent le truc ensemble. Voilà. Et selon le sens du vent, si le vent va plutôt en faveur de l'extrême droite, alors là, ils font des trucs comme ils font cette semaine la loi sur asile et immigration, qui est une loi terrible en termes humains. Et puis si il y a une envie d'écologie, il y a plus de bulletins verts dans l'urne, alors ils font plutôt des choses comme le pacte vert, qui est vital pour l'avenir de nos enfants. C'est comme ça que ça se passe. Et donc les bulletins socialistes ou de droite ou macronistes à l'élection européenne vont dans le sens du statu quo, ne changeront rien. C'est le ventre mou de l'Europe. Par contre, ce qui fera la différence, c'est est-ce que les autres bulletins seront plutôt pour les verts ou plutôt pour le Rassemblement national. Marine Tondelier, en Allemagne, les Verts gouvernent avec les socialistes. Bon, message, vous allez, après les élections européennes... Ils font des choses formidables. Et heureusement que dans ce gouvernement socialiste, il y a des ministres écologistes. Vous voyez qu'on peut. C'est ce que vous allez faire. Mais oui, mais moi je travaille avec des socialistes. Attendez, dans plein de villes en France... Dans plein de villes en France, on travaille avec des socialistes. Et heureusement, moi je vous parle des socialistes au niveau européen. Et il ne vous échappera pas que tous les socialistes au niveau européen ne sont pas Raphaël Glucksmann. Voilà, c'est comme ça. Après les européennes, vous allez travailler avec les socialistes. Mais on travaille déjà avec les socialistes dans plein de villes de France. Mais vous préparez la présidentielle, vous avez préparé la présidentielle avec les socialistes. Bah, pas que, parce que sinon ça va pas suffire, chers amis. Pas que, mais oui, avec eux. On va préparer la présidentielle avec beaucoup de monde, parce que les progressistes doivent gagner cette présidentielle, et ça ne se fera pas d'ailleurs qu'avec des partis politiques. Et ça se fera sans Jean-Luc Mélenchon. Ça se fera avec tous ceux qui veulent, on a besoin de tout le monde. Bien, Marine Tondelier. Mathieu Vallée, vous connaissez Mathieu Vallée? Non, mais vous allez m'expliquer qui c'est. Si, vous le connaissez. Il était commissaire de police, commissaire de police. Ancien porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police qui rejoint la liste RN pour les européennes. Tiens, c'est étonnant, c'est un scoop. Ah bon? 4 anciens policiers. Après l'ancien chef de Frontex. Oui. Voilà, on voit que tout ça est assez ciblé. Séduit-il tant de policiers d'ailleurs? Selon vous? Parce qu'ils parlent de sécurité à longueur de journée, mais leur sécurité. Moi, j'ai toujours dénoncé le fait que des personnes dans ce pays étaient obsédées, je parle de politique, ils parlent de sécurité tout le temps. Sécurité, sécurité, sécurité. Pour eux, sécurité, c'est immigration, les braquages, la délinquance. Mais la sécurité... Ok, c'est de la sécurité, ça. Mais la sécurité globale.
Il faut la prendre en compte totalement. Aujourd'hui, beaucoup de Français leur sécurité est menacée par d'autres sujets. Moi, par exemple, en tant qu'habitante d'Hénin-Beaumont, ma sécurité est menacée par le fait que j'habite pas très loin de la centrale nucléaire de Gravelines, dont je ne sais pas comment elle résistera à la montée des océans. Ma sécurité est menacée parce que quand je nais dans cette ville plutôt qu'à Paris, le jour de ma naissance, j'ai déjà 5 ans d'espérance de vie de moins qu'un Parisien, parce que l'environnement est pollué. Ma sécurité est menacée par l'eau que je bois, par ce que je mange, par l'air que je respire. Et donc, moi, j'ai pas de problème à parler de sécurité. Mais ne croyez pas qu'il y a que l'armée, les lois antiterroristes, les lois anti-migrants et les forces de l'ordre qui assurent votre sécurité dans ce pays. Les écologistes assurent aussi votre sécurité si on parle de sécurité globale. Je vous parle de Mathieu Vallée parce qu'au moment de la mort de Naël, vous aviez dénoncé un problème de racisme dans la police. De racisme systémique. Systémique. Exactement. C'était mes mots et c'était à l'antenne de Sud Radio dans les anciens. Oui, exactement. Et vous aviez fait le lien avec la diffusion de CNews dans les commissariats. Je me souviens de ça. Hein, vous faites toujours le lien. Évidemment. Toujours pareil. Vous ne changez pas. Je trouve ça choquant parce que c'est pas n'importe quelle chaîne de télé. Oui. Et c'est pas, elle passe pas n'importe où. Vous y allez? C'est pas n'importe quelle chaîne de télé? Non, je ne vais pas à CNews depuis très longtemps. Et vous n'irez pas. Et personne de mon parti n'y va. Et Marie Toussaint, encore une preuve que c'est une très bonne candidate, a refusé de faire le débat sur CNews. Et le pluralisme alors? Mais c'est eux qui en sont garants. Moi, je vais vous dire, j'avais dénoncé un jour le fait que, vous savez, quand il y avait ces manifestations d'extrême droite à visage découvert, en totalement assumé dans Paris, et Darmanin avait dit c'est très grave, je les interdis. J'avais dit tu interdis ça, c'est très bien. Mais le terreau qui fait ce discours réactionnaire, xénophobe, qui tend ce pays, il vient aussi de cette chaîne de télé. Et si tu ne fais rien contre CNews, tu interdis juste en bout de chaîne, alors c'est hypocrite. Qui encourage le CNews, racisme. Évidemment. CNews, ils m'ont, pendant une journée entière, sur chaque tranche horaire pendant 24 heures était consacrée à moi, à m'insulter, à me diffamer, à me dénigrer. J'ai reçu des menaces de mort à mon domicile et je suis désolée de vous dire que ça ne m'arrive pas sur les autres chaînes de radio. J'étais sur France Inter, ça ne m'arrive pas. Je suis sur Sud Radio, ça ne m'arrive pas. Des fois, il y a des émissions. Il y a moins de risques. Non, mais il y a des émissions où des fois on est en confrontation, tout ça. Mais non, mais en plus, nous, j'y vais même pas. Mais même quand j'y vais pas, ils font ça. Et donc moi, je refuse de recevoir des menaces de mort par courrier à mon domicile parce que j'ai dit que j'avais un problème avec CNews. C'est QFD, j'ai envie de vous dire. Donc oui, nous avons un problème. 15 militants de Greenpeace, dont son directeur général Jean-François Julière, sont jugés à Cherbourg. En mars 2022, ils s'étaient introduits sur le site de l'EPR de Flamanville. Désobéissance civile, disent-ils. C'est indispensable, la désobéissance civile. C'est même... plus que ça, c'est lancer l'alerte. Attendez, on nous explique que le nucléaire, c'est sûr, que tout va bien, que c'est hyper protégé. Et les 15, je vais pas dire les gugus de Greenpeace, parce que c'est des gens qui sont hyper organisés et formés. En tout cas, eux, ils arrivent à s'introduire sur le site. Et donc, ceux qui devraient être jugés, c'est ceux qui nous ont expliqué que les centrales étaient sûres, alors que c'était pas le cas, puisque Greenpeace a réussi à s'y introduire. Et dans la nuit, fusion, ASN et IRSN votée à l'Assemblée nationale. C'est dramatique. Dramatique? C'est dramatique parce que, donc, faut expliquer quand même ce que c'est que l'ASN et l'IRSN. C'est le gendarme et l'expert technique. Le gendarme à Saint-Tropez. Non, c'est le gendarme. L'ASN, c'est le gendarme du nucléaire et l'expert technique, l'IRSN. C'est ça. En fait, en France, la sûreté nucléaire, qu'on soit pro ou anti-nucléaire, tout le monde est quand même d'accord que c'est bien la sûreté nucléaire. Et en France, elle est exemplaire parce qu'elle est bicéphale. Il y a celui qui fait l'expertise et celui qui est le gendarme à la fin. Ça fait des années que c'est comme ça, c'est hyper important. Tout le monde nous reconnaît que c'est un bon système. Et le gouvernement, parce qu'il était sûrement dérangé par certains rapports qui lui expliquent par exemple que ces centrales vont être moyennement résilientes au changement climatique, c'est vrai, en 2100, quand les nouveaux EPR d'Emmanuel Macron seront peut-être un jour construits, et qu'il y aura 40% d'eau en moins dans le Rhône, qu'il y aura la montée des océans, on ne sait pas comment ça va résister aux fortes chaleurs, à toutes les conséquences du changement climatique, et les experts ont raison de le dire. Et c'est leur métier, il se trouve, beaucoup plus qu'Emmanuel Macron. Et que fait le gouvernement pour aller plus vite dans cette fuite en avant? Le nucléaire épuise très peu les ressources en eau, mais ça c'est autre chose. Non, j'ai pas dit qu'il épuisait les ressources en eau. J'ai dit qu'il avait besoin d'eau pour fonctionner et d'une eau en dessous d'une certaine température qu'on n'arrive plus à voir l'été. Qu'on n'arrive plus à la voir l'été. Et donc, ces experts le disent, alertent gentiment sur la situation, disent qu'il faut prendre le temps, qu'il faut regarder. Et comme Emmanuel Macron veut appuyer sur le champignon pour accélérer, ça le dérange. Et donc, dans ces cas-là, quand vous avez un expert indépendant qui vous dit il y a un problème, qu'est-ce qu'ils font au lieu de regarder le problème? Ils regardent l'expert indépendant et ils disent toi, hop, tu vas fusionner avec l'autorité de sûreté nucléaire. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Ça a révolté sur tous les bancs de l'Assemblée, y compris des pro-nucléaires convaincus. Celui qui avait pris la tête de ce mouvement est
et Benjamin Sainte-Huile, que je connais bien, il est du Nord, c'est un socialiste. Enfin, il était socialiste, maintenant il est au groupe Lyotte. Il est pro-nucléaire complètement, on n'est pas d'accord là-dessus. Mais il disait, Marine, il faut qu'on s'allie ensemble parce que ce sujet est trop grave pour l'avenir de notre pays. Vous êtes complètement anti-nucléaire, vous, Marine Tondelier? Ou mitigé? Ça veut rien dire d'être mitigé, on est pour, on est contre. Les centrales, elles sont là. Je préférais qu'elles ne soient pas là et je préférais qu'on les ferme. Mais si j'étais même présidente de la République, je vais pas dire comme j'aime pas, je ferme tout du jour au lendemain. Oui. On veut augmenter les renouvelables et au fur et à mesure qu'ils se déploient, pouvoir fermer des centrales, notamment les plus vieilles et les plus dangereuses. Alors, vous connaissez Andreas Malm? Évidemment. Bon, il dit, c'est un peu le maître à penser des écologistes, il l'appelle au sabotage. Il dit c'est pas le maître à penser des écologistes. De certains. Vous savez, les écologistes n'ont ni Dieu ni maître. Non, mais de certains quand même. Pardon. Enfin, non, mais c'est un penseur de l'écologie. Beaucoup font référence à Andreas Malm. Beaucoup. Je pense que j'ai jamais fait. Il me semble que je n'ai jamais moi-même fait référence à André. Bruno Latour, si vous voulez, René Dumont, si vous voulez. Sabotage des infrastructures qui détruisent les vies. Ce sabotage est légitime. Vous êtes d'accord ou pas? Vous savez, moi, je vais décider de pas commenter Andreas Malm vu ce qu'elle a dit ce week-end. Si vous voyez, je veux en venir, mais je sais ce que j'imagine que vous voulez en venir au même endroit. Il a tenu des propos très choquants sur les attentats terroristes du 7 octobre dernier du Hamas. Oui, le Hamas. Et donc, je pense qu'il a perdu beaucoup de crédibilité ce week-end là. Il a perdu sa crédibilité pour vous? Je pense que, déjà, je le citais pas avant. Oui. Mais je pense que là, je suis pas prête de le citer. Vous ne le citerez plus. Bon, d'accord. Un mot sur des personnes interpellées, placées en garde à vue, soupçonnées d'intrusion. C'est gay les sujets ce matin, dites donc. Si vous avez une bonne nouvelle, n'hésitez pas à me la donner, parce que c'est. C'est gay, mais c'est. Vous êtes concerné, non? Évidemment. 17 personnes interpellées, dégradation dans une cimenterie Lafarge, à Val-de-Reuil, c'est dans l'Eure. Alors, à Val-de-Reuil, oui, c'est en Normandie, c'est là où il y a un contournement est autoroutier d'ailleurs, où je suis allée manifester avec les soulèvements de la terre, et je vais vous dire, c'était tellement une manif tranquille que j'avais emmené mon fils de 4 ans, qu'on a fabriqué des jumelles en rouleau de papier toilette et qu'on a été sauver le muscardin doré. Donc tout se passe bien en Normandie. Cette action Lafarge, évidemment, je n'y étais pas, mais ce qui me choque beaucoup, c'est qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. Lafarge, c'est un cimentier, vous le savez, qui a plaidé coupable aux États-Unis pour financement du terrorisme. Ils avaient une usine en Syrie. Comme les profits, c'est tout ce qui compte beaucoup plus que la sécurité internationale, ils ont financé plusieurs organisations terroristes, dont l'État islamique, pour pouvoir continuer à fonctionner. Ils l'ont avoué dans la procédure aux États-Unis, la procédure encore en cours en France. C'est un scandale international. Et donc, on a des camarades qui vont faire une action à Lafarge pour dénoncer ça, mais aussi évidemment l'impact climatique de l'action de Lafarge. Et qui dégrade chez Lafarge. Qui dégrade. Oui, qui dégrade. 450 000 € de dégâts. Oui, je pense que les dégâts que fait Lafarge au quotidien sont bien supérieurs à ça. Enfin, on peut avoir ce débat. Mais là où je veux en venir, c'est que quand les responsables de Lafarge ont été auditionnés pour leurs actes financement de terrorisme, ça c'est quand même grave. C'était dans les locaux de la douane, tranquillement, peut-être même on leur a servi des cafés, tout s'est bien passé pour eux. Nos copains qui font une action militante, ils ont été réveillés à 6h du mat par la sous-direction de l'antiterrorisme, pas par les douanes. Ils ont été menottés, ils ont été emmenés dans les locaux de la SDAT. Leur garde à vue, comme c'est un régime d'exception, va durer 96 heures. Donc oui, dans ce pays, il y a un 2 poids 2 mesures, et que l'antiterrorisme, à mon avis, il y a autre chose à faire qu'aller poursuivre des militants écolos qui font des actions écologistes. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que j'ai appris hier soir tard que dans ces gens en garde à vue, donc à la SDAT, dans un régime d'exception 96 heures antiterrorisme, imaginez ce que ça veut dire, il y avait un militant écologiste. C'est un monsieur de 72 ans. Je ne vais pas donner son nom parce qu'il a le droit à l'anonymat, qui, de tous ceux qui le connaissent, me disent mais c'est un mec, alors il est militant depuis très longtemps, il a 72 ans, il est veuf, c'est un mec hyper calme, je vois pas trop ce qu'il aurait pu avoir à faire dans cette affaire. Et il se trouve que dans la précédente action d'antiterrorisme contre l'autre action Lafarge dans le Sud, nous avions un autre militant de ELV qui s'appelle Félix Blanc, lui son nom est sorti. Ils se sont rendus compte au bout de 36 heures de garde à vue qu'il s'était trompé de gars. Et vous savez pourquoi il était en garde à vue par l'antiterrorisme? Parce qu'il avait Signal dans son téléphone. Ils ont dit, s'il a l'application Signal, c'est qu'il cache des choses. Sauf que c'est un expert de liberté numérique et il fait des formations sur comment protéger ses libertés numériques. Donc oui, il avait Signal et ils se sont accusés, désolé. Sauf qu'il avait été perquisitionné, lui aussi, plaqué au sol, menotté devant son gamin de 6 ans, 36 heures plus tôt. Et donc à un moment, je pense qu'on
faut arrêter de traiter les militants écologistes comme des criminels et comme des terroristes. Des terroristes, il y en a sur cette planète. Il y en a même qui les financent, qu'on aille les chercher. Il y en a qu'il faut surveiller de beaucoup plus près que les militants écolos. Et puisqu'on manque de moyens pour tout dans ce pays, concentrons-les sur les vrais problèmes. Bien, Marine Tondelier, le système capitaliste est responsable de tous nos maux. C'est ce que dit Malm. Je vais oublier Malm. Système capitaliste, finances publiques. Est-ce que vous voteriez, est-ce que le groupe écologiste voterait une motion de censure LR ? Le sujet, plutôt que la motion de censure, c'est ce qu'on voterait, c'est baisse budgétaire, parce que, il y a un moment, c'est un scandale. Mais vous voteriez si LR déposait une motion de censure? Moi, je suis pas parlementaire, je siège pas au groupe parlementaire écolo, et je respecte énormément leur choix. C'est eux qui décident, ils prennent toujours les bonnes décisions. Bon. Mais quand vous voyez que le gouvernement, vous censureriez le gouvernement ou pas? Non, mais quand ils sont arrivés, il y avait 2000 milliards de dettes. Oui. Là, il y en a 2800. Ouais. Donc déjà, c'est pas notre bilan, c'est leur. Là, c'est pas notre bilan, c'est le leur. Ensuite, ils disent, tout d'un coup, il faut trouver 10 milliards d'économies. Sur quoi ils vont les chercher? Les 2 milliards d'économies, les premiers, la plus grosse somme d'économies, sur l'environnement. Par exemple, ils vont enlever 1 milliard sur la rénovation thermique des logements. Vous savez combien de logements ça fait? Ça fait 150 000 logements. C'est l'équivalent de toute la ville de Lille ou de toute la ville de Rennes qui ne sera pas rénovée. Ça veut dire des gens qui vont payer des factures d'électricité monstres l'hiver, qui vont vivre dans des bouilloires thermiques l'été quand il fera chaud. Tout ça parce qu'ils ont décidé que le milliard d'économies, ils allaient le faire là-dessus. Et puis je vous passe sur l'école, sur les aides sociales. C'est là que vont porter les économies. Dans ce pays, c'est toujours les mêmes qui font l'effort. On demande de l'effort aux chômeurs, aux retraités, aux gens qui touchent les allocations logement, à tout le monde, sauf aux plus riches. Eux, ils sont préservés, ils ont des cadeaux fiscaux, ils peuvent... Bernard Arnault, c'est 200 milliards de fortune. L'année dernière, en un an, il a 18 milliards de fortune de plus. Et c'est pas juste parce qu'il a trouvé une super innovation, parce qu'il avait plus de talent que l'année d'avant. Tout ça, c'est la société qui le rend plus riche. Et donc, à un moment, ils doivent contribuer plus, ces personnes-là. Là, aujourd'hui, le gouvernement, c'est Robin des Bois à l'envers. Ils font les économies sur ce qui touche tout le monde, voire les plus pauvres, et ils laissent tranquilles les plus riches. Ça n'a aucun sens, ni socialement, ni économiquement, et ni écologiquement, puisque vous savez que ce sont en plus ces personnes qui polluent le plus. Donc oui, ça mérite censure. Alors, ça mérite censure, donc vous censureriez. Tu m'as dit motion de censure, clair. Je censure. Vous censurez, bon d'accord. Est-ce que vous êtes opposé aux Jeux Olympiques toujours? Parce qu'à un moment donné, vous étiez opposé. Vous n'êtes pas opposé, mais... Alors qu'on va lever un malentendu, Monsieur Bourdin. Moi, j'adore le sport. J'étais encore samedi au Stade Bollaert. J'étais très déçu par le match sur le terrain, mais jamais déçu par l'ambiance, comme à chaque fois que je vais dans ce mythique stade du RC Lens. J'essaie d'y aller le plus souvent possible. J'aime le sport et beaucoup d'écologistes aiment le sport. Ce qu'on n'aime pas, et je pense que beaucoup de Français partagent ça, c'est ce que le sport devient. C'est ce que le sport devient. Et les Jeux Olympiques, qui devaient être une grande fête populaire. Mais c'en est une. Déjà, je vous souhaite bon courage pour trouver des places. Mais c'en est une. Déjà, je vous souhaite bon courage pour trouver des places. Parce que quand on veut faire une fête populaire, on s'arrange pour que toutes les classes sociales de ce pays puissent avoir la chance de voir quelque chose. Il y a des places à tous les prix. Il y a des places à tous les prix. C'est pas vrai. Il fallait en acheter 3, il fallait se lever à 6h du mat, faire la moulinette, c'était pire que Parcoursup. Franchement, c'est comme ça que ça marche aujourd'hui dans ce pays. C'est vraiment la France, tout est compliqué, même avoir des places pour aller voir le ping-pong aux Jeux Olympiques, quoi. Donc maintenant, ça suffit. La deuxième chose, c'est que Paris va être vidé de ses habitants, va être mis sous cloche, et que ce que verront les gens du monde entier, c'est pas la vraie ville que les Parisiens connaissent au quotidien. Et puis, il y a toutes les mesures sécuritaires qui vont aller autour. Vous savez, normalement, quand on fait des Jeux Olympiques, on se dit qu'est-ce qui restera de ces Jeux pour le futur. Des infrastructures, par exemple, avoir formé plein de gens. Vous savez, moi, on a fait plein de propositions. C'est Sandra Régol qui travaille là-dessus à l'Assemblée nationale. Elle fait des super propositions. Profiter des JO pour former plein de gens aux gestes de premier secours. Se dire qu'on prévoit des infrastructures pour qu'elles restent. Faire des bonds en avant sur l'environnement pour présenter le meilleur visage de la France, c'est-à-dire mais vous réjouissez quand même que la France accueille les Jeux. Mais moi, je suis la personne qui se lève à 4h du mat pour voir le final du 400 mètres et même quand c'est la nuit à l'autre bout du monde. Donc je vais regarder. Mais il est vraisemblable que je finisse par regarder la télé parce qu'on aura pas de place, parce que tout ça, et que tous les Français ne participeront pas à la fête, et je le regrette énormément. Bon, vous baigneriez dans la Seine, vous, Marine Tondelier? C'est mon rêve. Non, mais là... Figurez-vous que c'est mon rêve, et je devais le faire l'été dernier, et ça ne s'est pas fait. C'est vrai, vous deviez le faire. Mais j'ai un conjoint triathlète et on en parlait la fois dernière en se disant que sur certaines épreuves, effectivement en eau libre et certaines dans la Seine, voilà, il y a un petit. Vous iriez? Il y a un petit sujet. J'irai, ça dépend du jour, puisque cette qualité de l'eau, elle fluctue. Mais vous savez que les écologistes ont fait beaucoup pour que la Seine soit à nouveau baignable, que l'élu écolo qui s'en est occupé l'a fait elle-même. Sur la Seine, il faut la maintenir. La cérémonie d'ouverture sur la Seine, faut-il la maintenir? Ça, c'est pas pour des raisons de qualité de l'eau que la question se pose, c'est pour des raisons de sécurité. Il faut la maintenir ou pas?
et Gérald Darmanin a l'air mobilisé sur le dossier. Bon, d'accord. On verra ce que ça donne. Et est-ce que vous boiriez de l'eau en bouteille aujourd'hui? Question très intéressante. Du groupe Nestlé. Question très intéressante. Moi, j'habite sur un territoire où quand on est enceinte ou qu'on allait son bébé, ce qui a été mon cas pendant 4 mois, on n'a pas le droit de boire l'eau du robinet. C'est interdit par la préfecture. Alors déjà, personne ne le sait. Et quand j'étais élue à l'Aglo, à l'époque, la seule élue écolo de toute l'Aglo, j'avais dit, mais pourquoi vous le dites pas aux gens qu'il faut pas boire l'eau du robinet? Moi, je suis au courant parce que je suis. Ils avaient dit, non, on le dit pas, c'est anxiogène. Ah bah super. Donc ils préfèrent déjà que les gens soient pas au courant. C'est trop stressant. Donc du coup, c'est le moment de votre vie. Qu'est-ce que vous faites? Vous commencez à acheter de l'eau en bouteille. L'eau en bouteille, un verre d'eau en bouteille, ça coûte 100 à 300 fois plus cher que l'eau du robinet. Il y a une raison, c'est qu'elle est censée être plus et plus profonde, n'être pas transformée, n'être pas traitée, être naturellement pure, saine, etc. Mais ce que font aujourd'hui certains vendeurs d'eau minérale, c'est qu'ils la trafiquent. Pourquoi ils la trafiquent? C'est pas par plaisir, parce que ça leur coûte de l'argent en plus. C'est parce que, y compris les eaux minérales, les eaux de source, celles qu'on va puiser hyper profond, parce que normalement elles sont indemnes de tout, ne le sont plus. On a réussi à polluer les couches les plus profondes de nos ressources en eau, et donc même une eau que vous allez puiser très profond, vous allez retrouver dedans des traces de pesticides, la bactérie E. coli, vous allez trouver aussi des polluants éternels, les PFAS, les polyfluoralkylés, car j'ai appris à dire aussi le nom scientifique, sur lesquels les écologistes se battent beaucoup en ce moment. On a tout pollué. Et donc, plutôt que dire la vérité aux Français, parce que quand on paye 300 fois le prix de l'eau robinet, on a quand même le droit de savoir ce qu'on boit, eh ben, ils ont mis en place des traitements qu'ils n'ont pas le droit de mettre en place. Sinon, ils n'ont plus le droit de dire que c'est de l'eau minérale. Ils ont même caché les instruments de traitement derrière des armoires électriques pour que les contrôleurs de la douane et de la répression des fraudes ne les voient pas. Et quand le poteau rose a éclaté, ils ont été à Bercy, alors en totale collusion, ils ont essayé de trouver des solutions pour changer la réglementation, pour que leurs pratiques illégales et qu'ils avaient dissimulées deviennent quasiment légales. Vous demandez le retrait de ces bouteilles d'eau minérale? Bah, je pense que, vous savez, le groupe Nestlé, c'est un tiers de toute l'eau qui circule dans ce pays. Est-ce que vous demandez le retrait de ces bouteilles? Et 100% de leurs bouteilles sont concernées par le problème que je viens de vous mentionner. Est-ce que vous demandez le retrait de toutes ces bouteilles d'eau? Je le demande. Marie Toussaint l'a demandé également. Et ce que je demande surtout, c'est que toutes les études scientifiques, notamment il y a une note de l'ANSES, il y a un rapport de l'IGAS. J'écris aujourd'hui même avec Marie Toussaint à la ministre de la Santé pour demander communication de ce rapport, parce que quand il y a des données aussi graves, les Français doivent le savoir. Et la ministre de la Santé ne peut pas être la ministre de la dissimulation et de la rétention d'informations sur un sujet aussi grave, parce que non seulement on la paye cher cette eau, mais souvent on la boit à des moments de sa vie où on est plus vulnérable. Bien, je vais terminer avec Julien Bayou qui a démissionné, il ne fait plus partie des écologistes. Votre parti a décidé d'ouvrir une enquête externe sur Julien Bayou, accusé par son ex-compagne de violence psychologique. Pourquoi cette enquête n'a-t-elle pas été lancée plus tôt, Marine Tondelier? Très bonne question. Très bonne question. Vous savez que la situation, c'est qu'au moment où le cas s'est présenté, au moment où son ex-compagne nous a fait son premier mail suite à sa tentative de suicide, Julien Bayou était secrétaire national. Moi, j'étais à la direction. Et la première chose que j'ai proposée dans cette première réunion, c'est d'ouvrir une enquête externe. Et en fait, elle avait saisi la cellule interne du parti. Il y a 10 personnes bénévoles dedans. Et moi, j'avais dit, vous voyez bien que normalement, comme on doit se récuser, comme on connaît la personne, là, tout le monde devrait se récuser. Et donc, j'avais dit, c'est un cas hyper spécifique, on n'avait pas prévu dans nos protocoles, et donc il faut externaliser. Et Julien Bayou, à l'époque, il a pas fait ça pour dissimuler, je pense pas, mais il disait, mais si le premier cas pour lequel on externalise, c'est moi qui le demande, alors que je suis moi-même secrétaire national, ça passera aussi pour du favoritisme, pour la volonté de me soustraire aux règles de mon propre parti. Aujourd'hui, vous accuse d'acharnement déloyal. Écoutez, c'est son droit. Moi, j'ai pris la décision qu'on aurait sûrement pris. Et scandaleux, dit-il. Et vous pourrez ajouter tous les adjectifs, ça ne change rien au fait. Sont les siens, sont les siens. Ajouter tous les adjectifs, ça ne changera rien au fait que j'ai fait. Premièrement, ce qu'on aurait dû faire depuis longtemps. Et deuxièmement, ce que n'importe quel chef d'entreprise, même du CAC 40, même du MEDEF, n'importe quel patron d'association, n'importe quel chef de chaîne de radio aurait fait en fait dans ma situation. C'est-à-dire permettre un cadre sain, serein, où tout le monde puisse parler à charge et à décharge, par un cabinet d'avocats, c'est-à-dire quelqu'un qui est aussi soumis au secret professionnel, à la confidentialité, qui connaît la présomption d'innocence, mais comme elles sont spécialistes des violences assistées sexuelles, qui connaît aussi la présomption de crédibilité des femmes, et le fait que nous devons, toutes et tous dans cette société, alors que 25% des femmes, 25% des Françaises sont victimes de harcèlement sexuel dans le cadre de leur travail, dans leur vie, et ben on doit tout mettre en place pour sécuriser les femmes quand elles travaillent, quand elles militent, quand elles sont dans le milieu de la culture, partout, tout le temps, c'est le défi de notre société. C'est terminé, il est plus aux... Il a démissionné, il a choisi, c'est fini. Il s'était mis en retrait. Et quand il a appris le lancement de cette enquête externe, que pour le coup, en plus il avait un temps réclamé, il a décidé de démissionner, c'est son choix.
que je respecte, mais je vais aussi respecter le choix de mon mouvement de mener cette enquête qui franchement est la seule solution et c'est vraiment un truc normal que tout le monde ferait dans ma situation. Merci Marine Tondelier.